AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. Une cause un peu inhabituelle ce matin, surtout sur une radio, le pouvoir du silence. On va parler du silence aujourd'hui sur Sud Radio avec votre invitée, Amélie Blancard, qui est chef d'entreprise et autrice de ce livre « Taisez-vous, on vous écoutera ». C'est publié chez Plomb. On va donc parler du silence avec vous aujourd'hui, oui, on Muriel. va parler du silence. Alors, vous coupez pas, vous restez avec nous. Vous coupez pas votre radio. Je vais vous parler du pouvoir du silence, parce que du matin au soir, le bruit constant est devenu la norme. Dans nos environnements urbains, professionnels, à travers les conversations permanentes et les informations en continu, alimentées par les médias et les réseaux sociaux, nous vivons surexposés à une variété considérable de sources sonores constantes. Des dizaines de bruits différents au long d'une journée typique. Alors, d'après une étude menée par l'Agence de l'environnement européenne, plus de 100 millions de personnes en Europe sont exposées à des niveaux de bruit ambiant nocifs. Cette pollution sonore, ce bruit perpétuel, perturbe notre concentration, est source de problèmes de santé, de stress, de troubles de sommeil et même d'effets cardiovasculaires à long terme. Le silence, dont le pouvoir est pourtant immense, reste sous-estimé et souvent mal compris. Pourtant, il détient une force transformatrice, capable d'améliorer la communication, de renforcer la santé mentale et de résoudre les conflits. Il porte des messages avec force et profondeur, car le silence, ce n'est pas qu'une absence de mots, c'est bien plus qu'une simple coupure dans le bruit. Au-delà d'une posture, il peut être une présence pleine, une force qui peut avoir le pouvoir de transformer notre manière de communiquer, de penser et d'interagir. Une solution à la préservation de notre santé mentale et de notre bien-être en général. En y réfléchissant quelques secondes, il devient évident que cela ne peut qu'avoir un effet bénéfique sur notre cerveau. Une étude de 2013, publiée dans la publication scientifique Brain, Structure and Function, a utilisé des techniques d'imagerie pour montrer que les périodes de silence étaient associées à la création de nouvelles cellules dans l'hippocampe, la région du cerveau liée à l'apprentissage, la mémoire et l'émotion. Ces découvertes scientifiques nous rappellent qu'au-delà des bénéfices individuels, le silence est aussi profondément ancré dans les pratiques culturelles à travers le monde, influençant la manière dont les sociétés communiquent et interagissent. Et si dans de nombreuses cultures occidentales, le silence peut souvent mettre mal à l'aise ou être interprété comme un signe de désaccord ou de retrait, au Japon, il est considéré comme une forme essentielle d'expression. Là-bas, le silence respecte l'espace et les réflexions de l'autre, enrichit la communication et la compréhension mutuelle. Alors, surtout, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission sur Sud Radio, mais trouvez dans la journée un moment pour vous plonger dans le silence et découvrir ce qu'il peut ou ce qu'il a à vous offrir. Et on le découvre aujourd'hui avec votre invité, je le disais. On accueille Amélie Blancard sur Sud Radio, chef d'entreprise et autrice de ce livre « Taisez-vous, on vous écoutera ». C'est publié chez Plomb. Bienvenue Amélie Blancard, vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Bonjour Amélie. Alors vous qui avez ou qui enseignez d'ailleurs toujours l'art oratoire dans de grandes écoles prestigieuses comme HEC, Cambridge, pourquoi vous avez ressenti ce besoin d'écrire un nécessaire apprentissage du silence? Bonjour, merci de m'accueillir. J'ai ressenti ce besoin parce que pour moi, le silence est aussi puissant que la parole. D'ailleurs, ça va avec. Il n'y a pas de parole forte sans silence. Il n'y a pas d'écoute sans silence. Il n'y a pas de dialogue sans silence. Et puis, j'avais une envie profonde de parler de ce sujet dont on ne parle peut-être pas assez, mais qui correspond à cette nécessité. Et enfin, j'ajouterais que j'ai eu à cœur de rendre hommage à tous ces discrets, ces êtres humbles, ces personnes qui respectent la parole donnée, qui respectent la confidentialité, qui, je crois, se font de plus en plus rares. Et puis vous dites, je suis une grande bavarde. Donc oui, je suis une grande bavarde. C'était aussi une façon de me soigner parce que on m'a toujours reproché de trop parler, donc c'était une façon d'acquérir une nouvelle forme de sagesse aussi, absolument. Alors, vous dites que savoir manier le silence, c'est un incroyable pouvoir de conviction et d'influence. Cela va un peu à l'encontre des idées reçues, vous êtes d'accord avec moi? Je suis complètement d'accord avec vous. A priori, la conviction, ça passe par la parole. Absolument. Et évidemment, ça passe par la parole. Pour partager ses idées, il faut les formuler. Cela dit, ça a un vrai pouvoir d'influence. On en a énormément de preuves. Par exemple, les négociations, on sait qu'il faut savoir se taire et ne pas céder à la parole facile pour justement tout à coup vouloir combler le vide. On sait aussi que
silence et influence vont de pair, notamment dans la parole politique. La parole qui est à jet continu est une parole qui perd en valeur. Au contraire, on respecte ceux qui parlent peu, comme des grands philosophes. Je pense notamment à Edgar Morin, dont la parole est si attendue alors qu'il a 102 ans, mais on l'attend. Je pense à des maîtres du silence comme Mitterrand, qui savait très très bien manier le tempo de la parole tout au long de ses différents mandats. Il y a énormément d'exemples de leaders qui parlent peu. Alors on sait que c'est très important, vous venez de le dire, dans la nécessaire résolution des conflits. Il ne faut pas avoir se taire pour savoir écouter. Vous avez cité des grands hommes politiques. Est-ce que c'est aussi vrai pour les créatifs, par exemple? Est-ce qu'on a des exemples de personnes qui, dans la littérature ou la peinture, ont utilisé ce silence à la fois pour eux-mêmes et peut-être l'ont retranscrit peut-être aussi dans leurs œuvres? Absolument. Il y a beaucoup d'exemples. Platon disait que tout créateur devait passer par le silence de la création. Et les exemples qui l'ont démontré sont légion. Je pense dans le milieu de la littérature à des écrivains comme Dostoïevski qui écrivait la nuit, ou à Raymond Carver qui écrivait la nuit dans sa voiture, justement quand tout se taisait autour de lui, ça l'inspirait. Vous avez parlé aussi de l'art de manière plus générale. Il n'y a pas de musique sans silence, c'est impossible. La musique, par définition, s'appuie sur le silence. Donc tous les grands compositeurs ont joué des silences. Et puis, il y a des artistes du silence, des véritables virtuoses du silence, comme Chaplin, qui est un maître du muet, mais aussi des êtres comme le mime Marceau, qui a compris que le silence était un langage universel. C'est ce qui lui a permis de traverser, dit-il, les barrières de la langue, de parler entre cultures différentes et de toucher ce qu'il appelle le langage du cœur. Donc, il y a des vrais artistes du silence et je dirais que tout artiste s'appuie sur le silence. Alors, dans votre livre, j'ai découvert que vous aviez compté aussi les minutes de silence dans les grands discours, et notamment dans ceux d'Obama. C'est très intéressant d'ailleurs, je n'avais jamais pensé à le faire. Et donc, vous dites qu'Obama, Steve Jobs sont des leaders qui utilisent le silence comme un outil stratégique. Absolument. Obama, par exemple, dans son discours d'adieu en 2017, parle à peu près 50 minutes et il y a 15 minutes de silence. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, ce silence, il est multiple. C'est presque la palette d'un peintre, pour reprendre votre image de créateur. C'est-à-dire qu'il utilise un silence d'abord, je dirais, d'émotion, qui est sa propre émotion. Alors ça, c'est plus un silence subi que choisi, mais ensuite, c'est un silence généreux pour permettre à son public de réagir à sa parole, éviter le monologue. Ensuite, il a un silence solennel pour faire réfléchir son auditoire à l'avenir de la démocratie. Il utilise énormément de variantes du silence parce qu'il en comprend justement l'importance, la portée et l'altruisme. Parce que oui, le silence, c'est généreux, c'est pas un manque, c'est un cadeau. Donc, il y a des silences très habiles comme ceux d'Obama. Absolument. Et alors, il y a un silence que j'ai trouvé, enfin, un patron d'entreprise qui stratégiquement a utilisé le silence pour faire passer un message très important. C'était un des présidents de la Poste. Racontez cette anecdote qui est formidable. C'est une histoire assez incroyable. Un jour, un président de la Poste, il y en a eu de nombreux, mais il arrive et puis, en fait, il est sur scène, il se tait, 30 secondes, 1 minute, la foule commence à s'agiter sur son siège, 1 minute 30, on tousse dans l'assistance, 2 minutes, 2 minutes 30, le malaise se propage, 3 minutes, tout le monde s'interroge, et tout à coup, il déclare très posément: Mesdames et messieurs, vous venez de vivre le temps d'attente que vivent nos clients lorsqu'ils entrent dans une poste. Je ne sais pas qui lui a conseillé ça, mais franchement, c'est génial. Exactement. Et il poursuit: vous ne trouvez pas ça un peu long? Et effectivement, plutôt que d'évoquer les problèmes, il a fait ressentir le malaise par le silence. C'est très fort. Ça veut dire qu'on peut se passer de mots et dire beaucoup. Le silence est une réponse et le silence est plein, comme vous le disiez. Oui, c'est très impactant. 3 minutes de silence, pour l'avoir expérimenté, c'est très très long dans une salle. Absolument. Alors vous, est-ce qu'il y a un moment personnel où le silence vous a particulièrement aidé ou transformé? Oui, il y en a plein. Il y en a notamment un à bord d'un sous-marin. J'ai eu la chance d'être à bord d'un sous-marin qui s'appelle La Perle il y a à peu près 10 ans. Et à ce moment-là, j'ai expérimenté ce qu'était vraiment le silence. C'est-à-dire que dans un sous-marin, qui est vraiment une taupe, on fait silence, on ne parle pas. Il y a très peu de lumière, hormis des petites lumières rouges. Et tout le monde fait silence pour observer. C'est une véritable assise du silence. Le silence est une attitude mentale. J'ai aussi vécu les bienfaits du silence dans une abbaye, à l'abbaye de Sédanque, où là,
vous découvrez une chose extraordinaire, c'est qu'en fait, lorsque vous faites silence, les autres sens se développent. Donc, par exemple, vous allez apercevoir un ray de lumière, ce qui peut paraître très anecdotique, mais qui vous fait voir autrement. Vous voyez l'invisible. Vous avez cette pleine conscience dont parlent les grands méditants, et vous avez une acuité sensorielle que vous n'avez pas autrement. Donc, ce sont des transformations souvent ténues, souvent invisibles, mais extrêmement fortes dans le quotidien, qui vous aident à observer et donc à agir différemment, à écouter différemment. C'est très utile. Alors, voir l'invisible, est-ce que c'est cela, par exemple, qui a conditionné le silence au Japon? Est-ce que ces différences culturelles s'apprécient vraiment au niveau de l'usage du silence? Il y a le Japon, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui, comme cela, en font peut-être une règle d'or? Oui. Alors, au Japon, je parlerais presque effectivement du pays du silence. Vous l'avez dit, il y a un esthétisme du silence et un respect lié au silence. En Chine aussi, on observe cette valorisation des êtres silencieux. Un enfant, par exemple, qui ne parle pas ou peu en classe n'est pas considéré comme introverti et donc quelqu'un qui a un problème, mais au contraire, on les appelle les dongshi, qui veut dire réfléchi. C'est un être intéressant qui est souvent appréhendé comme un futur leader. C'est très intéressant parce que c'est pas du tout la version qu'on en a. Alors, quand on cherche pourquoi, on se dit que peut-être effectivement c'est quelqu'un qui réfléchit avant de parler. C'est lié aussi sans doute au taoïsme, où le silence est vécu comme une forme de sagesse. Et je pense que plus profondément, c'est une attitude civilisationnelle, identitaire, parce que en Asie, le groupe prédomine sur l'individu. Donc, on n'est pas obligé de parler en disant je, on peut laisser les autres parler. Alors que nous, en Occident, chacun doit prendre la parole, on s'exprime en son nom personnel. C'est une autre vision de la parole et de l'individu qui fait que le silence n'a pas la même saveur en Asie et en Occident, je crois. Évidemment, on connaît l'importance et l'évolution des technologies, de la communication, des réseaux sociaux. Vous citez des exemples d'ailleurs de nouvelles applications et de nouveaux lieux créés justement pour participer à ce silence. Oui, il y a des applications qui vous aident à être plus posé, plus calme, comme une application qui s'appelle Space, qui va assombrir votre téléphone et empêcher vos notifications d'arriver. Donc ce sont, je dirais, des régulateurs du silence. Il y a aussi des lieux silencieux qui sont accessibles à tous, les jardins publics, les forêts, les bibliothèques, les lieux de culte, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ces lieux sont accessibles. Donc je pense qu'il y a comme ça ces parenthèses de silence qui dans les villes attirent de plus en plus. Et à Londres, il y a depuis très longtemps, depuis 1903 ou 1910, si mes souvenirs sont exacts, un lieu qui est dédié au silence dans un grand magasin de luxe. Absolument, absolument. On appelle ça les quiet rooms, ça se développe de plus en plus notamment dans des supermarchés. Alors là, il y a les quiet hours, donc les heures silencieuses, on ne parle pas, ça se développe. Ça vient notamment d'Australie. À Londres, il y a effectivement ces lieux magnifiques dédiés au silence, qui sont parfois faits par de grands décorateurs. Donc le silence est un luxe, et en même temps, l'idée c'est que ça devienne accessible à tous. Est-ce que vous avez constaté des résistances ou des défis quand vous enseignez l'importance du silence? Comment vous convainquez les sceptiques de l'appliquer, de le respecter, de le mettre en place? Parfois, je leur dis tentez l'aventure, osez le silence, vous verrez les bénéfices. C'est agréable de ne pas réagir à tout de suite. C'est très agréable aussi de ne pas céder à la pression de répondre immédiatement à une demande. C'est agréable, c'est bénéfique, c'est extrêmement gratifiant aussi de savoir dire je ne sais pas, plutôt que de devoir broder et de passer des heures à parler mal d'un sujet qu'on ne connaît pas. Donc, ce que beaucoup de gens font. Exactement. C'est un sport tout à fait pratiqué. C'est un sport national. Absolument. Et donc c'est un exercice intéressant. Donc je leur dis testez, vous verrez. Il y a beaucoup de bénéfices à en tirer. À vous de jouer. Allez, donnez-moi pour finir cette émission, Amélie, quelques conseils que vous donneriez, quelques conseils d'exemples concrets ou de techniques que l'on peut appliquer pour se mettre au repos. Il y en a plein. Alors, par exemple, autorisez-vous 10 minutes par jour à ne pas regarder votre téléphone, à ne pas écouter de musique, à être juste là, posé sur un canapé et lire. Ou bien être dans le métro, fermer les yeux, vous savez exactement quelle est votre prochaine station, c'est devenu un automatisme, accordez-vous ce temps-là. Il y a un autre exercice que j'aime bien, c'est l'exercice du barman. Qu'est-ce que c'est? C'est comme le barman qui vous sert un cocktail, vous vous mettez au bar et en fait le barman il dit rien et vous lui racontez votre vie. Faites l'exercice
exercice. Vous jouez le barman, vous êtes là, vous souriez, vous demandez à quelqu'un « raconte-moi ta journée ». Et là, ça déroule, ça défile. Vous vous autorisez à ne pas parler, à ne pas répondre, à ne pas relancer. Et c'est toute une vie que vous allez accueillir avec délice. Faites-le notamment avec des enfants. Et tout à coup, vous accordez 10 minutes pleines et ils se livrent. Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est bon pour les deux. Jean-Marie, on va tester. Exactement. Vous voulez qu'on teste maintenant? Oh, je sais pas, avec nos auditeurs, on va les laisser avec nous quand même. On peut donner un autre conseil aussi. Soyez bien élevés quand même. Quand vous êtes au musée, par exemple, il n'y a rien de plus insupportable que ces gens qui jacassent devant un tableau quand vous voulez profiter d'une œuvre. Et souvent, d'ailleurs, c'est plus souvent les vieux que les jeunes. Faut le dire aussi, contrairement aux idées reçues. Attention, au racisme. Non, écoutez, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il suffit d'aller au musée pour s'en rendre compte. Arrêtez de jacasser. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup, d'être intervenu sur Sud Radio. On reparlera en tout cas du silence avec plaisir une prochaine fois. Merci à vous, Muriel. On va vous retrouver un prochain dimanche. Je rappelle quand même la référence de votre livre, Amélie Blancard. Taisez-vous, on vous écoutera. C'est publié chez Plomb. À bientôt. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Avec AJP, association d'assurés engagés et responsables.